ses réserves sur la causalité que Jonathan Stern nous a expliqué ce matin. Xavier, il est médecin infectiologue, il a été attiré, il était à Paris, il a été attiré par les activités de recherche qu'on menait ici au Rwanda en 1993. Et finalement, à partir de là, il a fait une brillante carrière de chercheur, il est actuellement directeur de recherche à l'INSERM, et en fait c'est le véritable responsable de l'excellence de la recherche clinique en Côte d'Ivoire qu'on connaît, et ceci a été consacré par l'attribution du prix Rodolphe Hularion de l'Académie des sciences l'année dernière. Là, il est responsable des équipes du centre INSERM ici chargé des maladies infectieuses, et il a succédé dans la direction de cette équipe, et véritablement il a complètement élargi le champ de ce que fait cette équipe, du VIH aux maladies infectieuses au sens large en Afrique. Donc il était particulièrement bien placé pour nous parler de la recherche en maladies infectieuses, un passé prometteur mais un futur difficile. Merci beaucoup François pour cette introduction. C'est une présentation que j'ai préparée avec mon collègue Serge Ollier, qui est infectiologue en Côte d'Ivoire, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et comme sous-titre, un passé prometteur, un futur difficile, on aurait pu sous-titrer recherche sur les maladies infectieuses à l'ère du réchauffement climatique. Je vais vous expliquer évidemment pourquoi dans la présentation. Alors le passé prometteur, beaucoup de gens dans cette salle l'ont vécu avec nous sur le VIH. C'est une période qui s'est étendue sur presque 30 ans maintenant, le début de la recherche à l'ISPED sur le VIH, qu'on a résumé par la formule suivante, obstacle décroissant, succès croissant. On est parti dans des conditions très difficiles, les conditions sont restées difficiles un certain temps, mais au fur et à mesure qu'on avançait, on faisait des progrès. On est parti en 90 dans des capitales africaines où on avait 10, 15, 20, 30, 35% de prévalence du VIH chez les adultes, une maladie qui était incurable et qui paraissait incontrôlable. Et puis on a vu arriver les traitements, François y a fait allusion, Yazdan y a fait allusion, on s'est approprié ces traitements, on s'est battu pour les avoir, pour les mettre en place. Tout ça dans un mouvement de plus en plus international, interdisciplinaire, avec la communauté, avec la population, avec les gouvernements, et ça donne pour l'accès aux médicaments ce que vous avez sous les yeux. Et en termes d'évolution de l'épidémie, ça a fini par donner une cassure de l'épidémie de nouvelles infections à partir de la fin des années 90 et une cassure de la courbe des décès à partir du milieu des années 2000. Bien sûr, rien n'est fait en termes de VIH, la présentation suivante va en parler, mais il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre du modèle dont on pourrait s'inspirer pour un certain nombre de maladies infectieuses. Et tout ça s'est fait dans un environnement absolument extraordinaire en termes d'évolution technologique. On a commencé en 90 avec on faisait nos sauvegardes sur des disquettes 3 pouces 5, et on avait des disques durs avec 80 mégas de mémoire. On n'avait pas Internet. François nous envoyait la bibliographie par fax quand il y avait un nouveau truc qui sortait. On envoyait nos manuscrits par la poste aux éditeurs, enfin bref. Et le matériel de labo, les premières machines CD4 qu'on a vu apparaître faisaient la taille d'une armoire à glace. Maintenant, on a sur le coin d'une table, on peut faire des charges virales, des recherches de BK, des tas de choses. Enfin, ce n'est plus du tout la même époque. Donc, on pourrait poursuivre la liste, et c'est pas du tout la même époque en termes de population mondiale non plus. Ce que vous avez sous les yeux, je vous le confirme, est bien une courbe et qui vous donne l'évolution de la population mondiale pendant tout ce qu'on appelle l'Holocène. On est parti à 5 millions d'habitants sur Terre au moment des premiers agriculteurs, 250 millions au moment des Romains, 1 milliard au moment un peu avant la naissance de Victor Hugo, 3 milliards un peu avant ma naissance à moi, 5 milliards quand on a commencé à faire la recherche sur le VIH à l'ISPED, et 7,5 milliards aujourd'hui. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir tout ce qui s'est produit comme progrès dans cette progression-là, enfin dans cette progression numérique, pour reprendre les 30 années qui nous intéressent. Pendant qu'on augmentait de 2,5 milliards, on diminuait la mortalité infantile par 2, enfin ceci explique aussi un peu
cela, on augmentait l'espérance de vie à la naissance de 6 ans, même en Afrique c'est même plus de 10 ans parce qu'on s'est permis de récupérer même la cassure du VIH, etc., etc. Tout ça, ça a 2 moteurs. Le premier, c'est le génie humain et technologique, et le deuxième, c'est l'énergie qui accompagne cette technologie. Ça, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est la courbe annuelle, c'est pas du tout cumulatif, de la consommation d'énergie. Vous voyez 1960, 1990, 3 fois plus, 2017, 5 fois plus, et là-dedans, vous avez toujours, et depuis un certain temps, une énorme majorité de ce qu'on appelle les énergies fossiles qui libèrent des gaz à effet de serre. Alors ce qui est extraordinaire aussi dans l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on peut avoir ce genre de chiffres en direct en 3 clics. Ça, c'est le rapport d'il y a 15 jours sur les gaz à effet de serre. Vous voyez sur l'axe de gauche, ça se chiffre, c'est la concentration dans l'atmosphère en équivalent CO2 qui est le principal gaz à effet de serre. Sur la droite, on en fait un index annuel maintenant, mais peu importe. Et vous voyez qu'en termes de CO2 seul, si on ne prend pas compte des autres, on était avant la révolution industrielle à 270. C'est des particules par million. On est 1960, 1990, 2017, ça continuera à monter puisque ça s'accumule, ça a une longue demi-vie et que donc tout ce qu'on largue continue à être largué. Et ça donne, je l'ai dit en introduction, ce réchauffement qui est pareil, en 3 clics, on tombe sur le site de la NASA sur l'état actuel de la situation, c'est absolument fantastique. Une petite remarque sur ce que vous avez sous les yeux, ce réchauffement-là qui est une température moyenne par rapport à l'ère d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle, il n'est pas homogène partout, donc il est beaucoup plus important dans le nord de l'hémisphère nord. On a des collègues en décembre dernier, vous l'avez évidemment vu si vous n'avez pas lu l'article, qui ont publié dans un journal qui s'appelle Bioscience, avec 15 000 signataires, ça a été repris dans la presse pendant 3 jours jusqu'à ce qu'un autre fait divers abominable, qui était le reportage de CNN sur les camps, les marchés aux esclaves en Libye, chasse ce fait divers-là, et qui reprenait tout ce que je viens de vous dire, avec la population, les émissions de CO2, ça c'est en émissions annuelles, un changement de température, et tout ce qu'on connaît aussi par ailleurs sur la 6e extinction de masse, la diminution de l'accès à l'eau, l'augmentation des zones mortes dans les océans, l'acidité des océans, la perte des planctons, etc., que vous connaissez très bien. On a des collègues scientifiques qui sont sur la ligne de front de ça, qui sont les gens qui s'occupent de la neige et de la glace. Je vous invite à lire ça, il y a la référence sur la diapositive, l'interview d'un chercheur qui est un chercheur comme vous et moi, probablement bien meilleur que moi, qui dirige le centre de la glace aux États-Unis et qui raconte très bien, de façon remarquable, les années 90, époque à laquelle il exerçait, et de façon tout à fait normale, le doute scientifique par rapport à ce qu'il voyait sur à la fois l'ampleur du phénomène de la fonte des glaces et la responsabilité des humains. Et comme il raconte très bien aussi comment après, dans les années 2000, l'évidence lui a sauté aux yeux, mais il y a un décalage de 10 ans, de 20 ans entre le fait de construire des évidences scientifiques, ce qui se passe, sachant que ce qui se passe après est irrécupérable. Donc en termes de glace, voilà, on en est 3 clics, vous avez aussi ça sur Internet. Ça c'est la glace de mer, la banquise dans l'hémisphère nord. La courbe rouge, c'est le minimum annuel, donc vous voyez qu'on est bien parti pour qu'il n'y ait plus de glace au mois de septembre dans l'hémisphère nord dans 2-3 ans, ou 4 ans, 5 ans, et en bleu pour qu'il n'y ait plus de glace du tout au niveau du pôle nord dans les années 40 ou 50. Plus préoccupant s'il en était les banquises terrestres, donc au Groenland, il y a plusieurs kilomètres de glace sur un territoire qui est grand comme le Texas. Vous voyez ce qu'on a sous les yeux. J'ai fait le calcul, ça fait à peu près 1000 litres d'eau par seconde qui se déverse dans la mer. Et dans l'hémisphère sud,
Plus inquiétant encore, puisque c'était pas attendu, enfin c'était beaucoup plus controversé il y a encore quelques années, le même mouvement qui s'amorce au niveau de l'Antarctique ouest. Alors où va-t-on avec tout ça? Vous connaissez les scénarios du GIEC sont ce qu'ils appellent des RCP, il y a plusieurs scénarios. En bleu, en noir, ça c'est les émissions annuelles de CO2 comme actuellement. En bleu, ce qu'on aimerait bien pour contenir l'augmentation de température à moins de 2 degrés, et en rouge, malheureusement, le scénario le plus pessimiste, qui est celui sur lequel nous sommes actuellement en termes d'émissions annuelles et de concentration dans l'atmosphère, le RCP 8. Et ça, la littérature scientifique nous dit, ça nous amène vers plus 4 ou plus 5 degrés à la fin du siècle. C'est quoi 4 ou 5 degrés de plus à la fin du siècle? C'est ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire. Donc, pour terminer cette introduction un peu longue, parce que je vais parler de maladies infectieuses maintenant, il y a 30 ans, on a commencé à travailler sur le VIH ensemble, on a fait notre métier, on a eu la tête dans le guidon. Là, on a les collègues scientifiques qui nous alertent un peu, on tend l'oreille, on découvre tout ça et on voit quelque chose qui n'a jamais existé, qui nous mène vers une température que les êtres humains n'ont jamais connue, qui peut encore augmenter dans les siècles suivants, avec un niveau des mers qui va être à plus 1 mètre à la fin du siècle, plus de plusieurs dizaines de mètres dans les siècles suivants, etc. Donc on peut dire youpi. Alors les maladies infectieuses, alors là vous allez vous régaler parce que pour ceux qui aiment la littérature scientifique, le New England, le Lancet, le New England, le Lancet, le Lancet Planetary Health. J'ai choisi cette courbe-là qui me paraît résumer les choses vraiment au mieux. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur l'écran, oui, c'est pas mal. Qui dit les choses suivantes. On part des grands déterminants qui sont la surconsommation, la démographie galopante, la technologie géniale qu'on est capable de faire. On passe ensuite par ce qu'ils appellent pudiquement les ecological drivers, qui est un grand bordel impliqué de changement climatique, de pollution, de perte des sols, de gaspillage des ressources, etc. On transforme ça en problème de qualité de l'air, etc. Enfin, tout ce que vous avez sous les yeux. Ça passe au tamis du génie humain, y compris le monsieur Bill Gates dont on a parlé tout à l'heure, et on arrive sur les maladies qui vont nous préoccuper dans les décennies qui viennent. Et là-dedans, nous, on se régale littéralement, parce que c'est en termes de maladies infectieuses, même s'il ne faut pas parler que de maladies infectieuses, je suis d'accord. Malnutrition, c'est formidable, on va avoir des maladies pulmonaires, et puis infectieuses, et puis diarrhéiques. Maladies infectieuses autres, on peut imaginer toute la liste qu'on a en termes de mutation, enfin de changement climatique, donc ce que ça implique pour les vecteurs, la Aedes albopictus qui va nous donner de la dengue, de chikungunya et peut-être un peu de Zika s'il est suivi par Aedes aegypti. Enfin, on peut imaginer des scénarios, je ne sais pas, vous avez vu il y a 2 ans une épidémie de charbon qui avait eu lieu en Sibérie avec à partir de cadavres qui avaient été dégelés dans le permafrost et qui avaient décimé des troupeaux de rennes et où il y avait eu des cas humains aussi, enfin, etc., etc. Maladies non infectieuses, Yazdan en a parlé, et déplacements et conflits, on pourra avoir du choléra, des tas de choses intéressantes, des épidémies de tout ce qu'on veut aux portes de Bordeaux. Et donc ça va nous faire des postes, des grants, des tas de choses intéressantes. On va pouvoir créer des postes d'ingénieurs dans notre équipe pour les gens qui sont en statut précaire, etc. Donc évidemment, vous êtes on l'a dit ce matin, je plaisante, puisque tout ça, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Donc il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour pas que ça arrive, et non pas pour avoir tout ce tableau un peu apocalyptique. Donc prévenir, ça tombe bien, c'est ce que dit là, les accords de Paris, donc ce qui est exactement de la prévention. Il y a ça, 96 ou 197 pays, je ne sais pas s'ils sont signés, mais en tout cas qui étaient là, et qui nous disent la chose suivante. On a, ce que vous avez sous les yeux, c'est le relargage annuel dans l'atmosphère de CO2, donc c'est la courbe historique.
On nous dit vous avez déjà relargué plusieurs milliers de tonnes de saloperies depuis quelques années. Vous avez ce qu'on appelle un budget carbone, qui consiste à dire après 600 tonnes ou 600 ou 800 tonnes de plus, vous allez faire plus de 2 degrés d'augmentation de la température. Et ça, il faut absolument l'éviter parce que c'est incontrôlable. Donc, il faut tomber à zéro d'ici la fin du siècle. Et évidemment, pour tomber à zéro, plus on s'y prend tard, plus la pente va être raide, comme dirait M. Raffarin. Et le problème, c'est que ça, c'était en 2015, et en 2017, les émissions continuent à augmenter. Donc ça a été pointé par la revue Nature il n'y a pas longtemps, reprenant exactement le même schéma, et disant on a 3 ans pour se réveiller, parce que si on continue à augmenter, on ne pourra plus baisser après, pour des raisons tout à fait... Et ils auraient pu faire cette courbe-là, c'est moi qui leur ai changé un peu la courbe, c'est qu'il n'y a aucune raison de dire qu'on va faire un pic, puisqu'on n'en a pas fait encore, et on n'a pas pu montrer qu'on était capable de le faire. Donc prenons une hypothèse conservative qui consiste à dire on continue les émissions annuelles telles qu'on les fait actuellement. Vous avez épuisé votre budget carbone en 2031, donc pour les 20 plus 13, 33 ans de l'ISPED, il faudra venir en vélo ou en parachute ou je ne sais pas quoi. Il ne faudra plus utiliser le budget carbone. Tout ça, donc on ne va pas y arriver, c'est évident, parce que pour des tas de raisons, on est dans un monde qui est basé sur la croissance, sur la dette, sur les riches qui veulent devenir de plus en plus riches et dans des proportions extraordinaires, et finalement dans une surconsommation qui n'est pas forcément uniquement basée sur le profit, qu'on connaît tous dans cette salle. Moi, dans mon équipe, on est passé de 5 personnes à 50 personnes dans ces années-là, donc je suis le premier à prendre l'avion, etc. Alors, et ça, c'est toute l'activité qu'on fait, elle est basée sur ça. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais juste étalé depuis les années 90, qui montre très bien qu'on n'est pas du tout en période de transition énergétique, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On est en période d'empilement énergétique. Sur cette courbe, les éoliennes et le solaire, c'est la petite ligne en orange. Tout le reste, enfin pas tout le reste, mais les 3 fossiles, vous les voyez, puis les autres. Alors 2 exemples pour rentrer concrètement, parce que contrairement à ce que... Enfin, on est toujours dans la recherche sur les maladies infectieuses, puisque moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je prends l'avion pour faire de la recherche sur les maladies infectieuses, et je vais continuer à le faire. Ça, c'est la courbe d'augmentation de l'activité aérienne telle que la prévoit les gens, donc doublement d'ici à 2035. C'est tout à fait crédible, nous disent-ils, puisque la courbe en noir, c'est ce qu'ils avaient prédit avant, et c'est ce qui est arrivé, c'est la courbe en bleu. Donc ça, il y a un organisme qui dépend de l'ONU qui a été chargé de se pencher là-dessus, sur le trafic aérien et les relargages de gaz à effet de serre, et qui dit que la tendance, c'est la courbe en bleu. L'air en bleu, c'est toutes les économies, les améliorations qu'on va faire en termes d'amélioration du matériel ou des aéroports pour la partie en orange. Et il reste, nous disent-ils, un gap de 1 gigatonne par an pour rester au niveau où on est actuellement. Sauf que le niveau où on est actuellement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, puisqu'il faut diminuer, on l'a dit tout à l'heure, sinon on va s'arrêter brutalement. Donc il y a un gros problème dans ce type de raisonnement-là. On est dans moins de 4% par an, on nous dit qu'il faut faire plus 4% par an d'un côté, moins 4% de l'autre. On est dans une schizophrénie absolument qui devient problématique, y compris pour notre santé mentale, qui est de la maladie non infectieuse dont parlait Yazdan tout à l'heure, qui nous attend à l'horizon de quelques dizaines d'années. Pareil pour l'informatique, c'est que je ne mets pas du tout sur le même plan que l'aviation, mais on est toujours dans la recherche dans les maladies infectieuses, puisqu'on s'en sert tous les jours. Là, vous avez quelque chose qui a été publié récemment, qui vous dit en gros, si vous prenez la courbe à gauche, les trucs en pointillé, la courbe en pointillé, c'est les estimations en gigatonnes par an de CO2, et les courbes en plein, c'est le pourcentage
dans l'empreinte carbone mondiale. Donc une gigatonne par an, c'est à peu près la même chose que l'aviation actuellement, et 3,2%. Et ils nous disent évidemment que ça va continuer à augmenter, et ça va être dans les années 50, entre 6 et 14% de l'empreinte carbone viendra de l'informatique. C'est des chiffres qui sont bons à savoir, évidemment, je n'en tire aucune conclusion personnelle. La bonne courbe, c'est celle-là, et je sais que, enfin, vous avez bien compris, tout ça est toujours relié à ce que j'ai dit avant sur notre passé depuis 30 ans dans la recherche. Je ne pensais absolument pas, en commençant la recherche sur le sida, moi, d'avoir un jour sous les yeux des courbes de collègues qui sont des scientifiques. Je vous ai quand même fait un certain nombre de citations de journaux prestigieux qui nous diraient que dans les probabilités, pas plus ou moins probables, mais il y a dans les quelques centaines d'années qui viennent l'extinction de l'espèce humaine par le fait que la température dépassera ce que peuvent supporter les mammifères. Personnellement, il y a 30 ans, en commençant la recherche sur le VIH, jamais j'aurais pensé pouvoir prononcer une phrase pareille dans une présentation. Je termine et j'ouvre une discussion évidemment. J'ai vu récemment que la ville de Berkeley avait déclaré l'état d'urgence climatique, ce que j'ai trouvé avec tout un tas d'attendus qui sont dans le texte que vous pouvez vous procurer, qui sont tout à fait dans la droite ligne de ce que je viens de dire. Je pense que, enfin je ne suis pas le seul, si je me permets de dire ça, c'est que je sais que dans la salle, on est nombreux. J'en ai parlé avec Geneviève il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois d'ailleurs. Donc évidemment qu'on est tous conscients de ça. Le monde scientifique doit donner l'exemple. Il doit le donner pour deux raisons. La première, c'est une raison éthique, évidemment. Quand on largue dans l'atmosphère des choses que nos enfants ou nos petits-enfants seront chargés d'aller chercher, ça doit poser des questions. Et la deuxième, c'est que c'est une raison d'exemplarité, c'est-à-dire je pense qu'on est dans notre milieu, même si ce n'est pas notre spécialité, bien informé de qu'est-ce que c'est que de la modélisation, qu'est-ce que c'est des probabilités, qu'est-ce que c'est les incertitudes, etc. qu'il y a dans toutes ces courbes-là. Le public ne l'est pas. Et si des gens comme nous ne faisons pas le relais de ce que publient nos collègues, il y a un vrai problème. Or, là, par exemple, ça c'est l'article dont j'ai parlé tout à l'heure, le Guardian, qui a été un peu épinglé ce matin, a épinglé 3 semaines après un congrès de climatologistes qui avait eu lieu immédiatement après la publication de cet article, ce qui est absolument, effectivement, quelle exemplarité on peut s'attendre devant ce genre de choses-là. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup parlé de maladies infectieuses finalement, mais peut-être dans les questions après, il y a plein de choses intéressantes à dire, mais j'ai parlé de recherche et de pratique de la recherche. Merci.